Voilà, donc vous avez un certain nombre de points forts de l'ACP qui visent à un engagement vers une société plus sûre, plus solidaire et plus écologique. Aspire, c'est l'accompagnement des spécialistes pétroliers impactés par la réduction d'effectifs. C'est un projet que nous avons lancé il y a 6 ans et que nous opérons avec Evolène pour accompagner les personnes, les experts qui se trouvent amenés à quitter leur entreprise et de les orienter vers de nouvelles voies. Un des points forts, évidemment, c'est le développement du contenu local, mais aussi nous avons un certain nombre de thèmes que nous abordons, y compris dans des groupes de travail. Et les groupes de travail vont vous présenter un petit peu leurs travaux, que ce soit dans la réduction des gaz torchés, dans l'hydrogène et le carbone. Euh, donc, en fait, tout ça, c'est pour vous dire que l'association des consultants pétroliers est en mutation vers l'association des consultants pétrole-énergie. C'est une mutation nécessaire qui est lente parce qu'on veut bien la faire et on va changer nos statuts à l'occasion d'une assemblée générale prochaine. Jean-Pierre, tu peux passer la prochaine, Jean-Pierre, s'il te plaît. Oui. Donc, notre association, c'est un groupe de 70 experts du secteur des hydrocarbures. Un certain nombre d'entre eux sont issus des grandes écoles et ont été patrons dans les entreprises dans lesquelles ils travaillaient. Beaucoup dans le parapétrolier, évidemment, mais aussi chez les pétroliers. Et 13 sociétés, membres partenaires, qui sont des back-office de nos spécialités. Alors, on va en voir quelques-uns, puisque quelques-unes de ces sociétés vont intervenir directement dans les ateliers, mais je vais simplement mentionner celles qui ne vont pas intervenir. En tout premier lieu, je vais mentionner IMS, aussi parce que IMS est le sponsor de notre événement. Donc, Richard, merci à toi. IMS est une société un petit peu représentative des membres partenaires de société de l'ACP. C'est plus de 200 techniciens et ingénieurs algériens depuis une quinzaine d'années. Voilà. Donc, IMS, c'est à la fois la France et c'est aussi beaucoup l'Algérie, une société de management et de supervision de construction dans tous les métiers. Je voudrais mentionner aussi Technipipe, donc dans la maintenance de pipelines, ASF, donc on en a entendu parler très brièvement ce matin en fournisseur de tuyaux, World Wide Services, qui est une société de forage, de mise à disposition de personnel de forage et de formation, APAM International, donc qui est représenté par le directeur de la formation, ici présent, avec ses 150 centres de formation, y compris en Afrique, en Algérie, au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon, Guinée équatoriale, l'Angola, et la liste est longue. C'est un de nos partenaires sur des projets internationaux en Afrique. LSI, qui est une société d'ingénierie de structures métalliques, et Fimatech, EPC, ainsi que les autres membres que nous allons rencontrer un petit peu plus loin au cours de la journée. Il s'agit pour nous, après une préparation de près de 3 ans, de lancer les bases d'une coopération qui devrait se poursuivre par le lancement de groupes de travail franco-algériens. Donc, nous avons invité à ce webinaire, évidemment, un certain nombre de personnes, de sociétés qui ne font pas partie de la CPE. Je pense à Total Algérie, le directeur et certaines de ces personnes qui dépendent de lui vont nous rejoindre dans la journée et vont participer à nos événements. Je pense aussi à Technip qui va nous rejoindre, Artelia qui va nous rejoindre et Subsea 7. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'enrichissement de notre association qui, nous savons aussi faire venir avec nous des grands noms de sociétés. Il faut dire aussi que le parapétrolier français s'est développé en Algérie. Donc, il y a que dans le désert saharien, et que ce parapétrolier est en position numéro 2 au niveau mondial. Donc, on a un certain nombre de choses à dire et évidemment, on va s'appuyer sur ses membres. Bon, je pense que je vais… Jean-Pierre, tu vas me donner la main si tu veux bien et je vais basculer sur ma présentation parce que je pense que… En fait, si tu permets, je Oui, voudrais, on a quand même
à rappeler les objectifs de la journée et puis le programme très rapidement, avant que je te passe la main pour ta conférence introductive, si tu veux bien. Voilà, bien sûr, j'avais oublié qu'il y avait… Donc, messieurs, dames, les objectifs de la journée, vous les avez là. Alors, j'ai souligné en jaune, en fait, ce qu'il faut en attendre, en fait, hein, et ça, c'est notre, on va dire, notre enjeu avec vous pour cette journée. Donc, comprendre les problématiques de décarbonation de l'industrie en Algérie, identifier des opportunités pour proposer notamment de nouvelles approches techniques et technologies, définir une feuille de route, comme le soulignait Jean-Louis, avec les acteurs participants aux ateliers, hein, et sur des priorités communes. Ce que je voudrais, c'est vous dire un mot sur les intervenants. Donc, ils se présenteront. Jean-Louis en a cité quelques-uns. Chaque intervenant dans la journée se présentera rapidement. Donc, la seule chose que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a ici, dans ce panel, je dirais, meilleurs experts du moment sur le sujet de la décarbonation, que ce soit des sujets, je dirais, techniques ou plus stratégiques comme le local content. Donc, j'espère que vous aurez l'occasion véritablement d'apprendre des choses aujourd'hui et aussi, bien sûr, de contribuer, puisque c'est un peu l'objectif que nous avons, hein, de faire de cette journée aussi une source d'idées, de contributions sur lesquelles, évidemment, qui sera la base derrière des actions que nous allons mener dans un deuxième temps. Nous serons, avec Nadia Lalou, vos modérateurs et coordinateurs sur la journée, en veillant qu'on respecte le timing et que tout se passe bien. Je vais vous présenter, même si vous l'avez déjà vu, alors, hop, là, je vais revenir, pardon, sur… sur le programme. Donc, vous avez tout de suite Jean-Louis Gaillard qui fera une conférence introductive sur la décarbonation et les problématiques y attachées. Et ensuite, nous rentrons dans une phase atelier avec ce matin un premier atelier sur la réduction du gaz torché et puis une session pratique pour l'outil relationnel dont je vous parlais en introduction tout à l'heure. Nous avons ensuite, ce matin, avant déjeuner, un deuxième atelier sur la solarisation des sites de production. Avant de s'arrêter pour déjeuner, nous aurons ensuite l'après-midi un atelier sur le développement du local content, un atelier technique sur le déploiement du scénario hydrogène et puis une session pratique. J'aurai l'occasion d'y revenir cet après-midi. Juste un point peut-être technique, pratique, pardon, avant de démarrer. Merci à tous ceux à tous les participants donc de couper les micros quand les intervenants évidemment s'expriment pour des raisons de communication et puis de compréhension. Vous avez bien entendu un espace discussion. Je vous propose de l'utiliser pour vos réactions, pour vos questions et bien sûr, que ce soit au niveau de la conférence ou au niveau des ateliers, ces questions, elles seront reprises et traitées, le but étant d'engager évidemment la conversation avec vous dans un mode le plus interactif possible. Alors, sur la conférence, ça va dépendre de Jean-Louis, et sur les ateliers, vraiment l'interactivité est organisée pour que chacun puisse véritablement apporter sa pierre à l'édifice, puisqu'on est quand même sur des sujets qu'on peut qualifier de nouveaux, hein, mais nous sommes les précurseurs et on est ravis de l'être. Jean-Louis, je te passe la main. Merci. Tu n'as pas désactivé l'écran partagé? Normalement, c'est bon.
OK. Bon, alors, excusez-moi, mais je vais commencer par la crise. Cette crise, elle n'est pas nouvelle, elle est internationale. Elle continue à nous frapper. Elle frappe aussi le continent africain et l'Algérie en particulier. Je ne vais pas m'étendre, tout ça c'est bien connu. Le Covid par rapport à l'Algérie, c'est le télétravail, c'est les difficultés des expatriés, les difficultés de fournir des équipements, de fermeture d'usines, délais de transport, congestion des douanes. Et c'est aussi, ça peut être intéressant dans des sujets de contenu local, la réévaluation nécessaire du bénéfice-risque de faire des constructions dans des pays tiers remote. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Quand on est en, en projet de local content, des fois, on a la tentation de faire venir des équipements à l'autre bout de la planète. Voilà. Et ça, il y a une remise en cause fondamentale au niveau du Covid. Alors, je vais dire un tout petit mot sur le cours du brut. Alors maintenant, ça remonte surtout pour le gaz, mais la coupure des investissements, à la fois COPEX et des frais de fonctionnement de la part des opérateurs a été très forte. Voilà. Et les opérateurs se sont retournés vers la supply chain pour demander à réduire les coûts des projets. Ensuite, les greenfields, c'est-à-dire les nouveaux projets, ont été soit retardés, soit annulés. Et finalement, la conclusion de tout ça, c'est qu'on se oriente vers des projets existants où il y a beaucoup à faire. On en reparlera évidemment tout le long de cette conférence. En termes d'impact de climat, bon, tout ça c'est bien connu. Je voudrais rajouter aussi l'impact climat par rapport à la population, qui est en particulier en Algérie où la population est très jeune. L'Algérie, ces jeunes Algériens ne seront pas menés par une absence de considération de la problématique climat, ça c'est clair. Je vais juste reprendre, mais très rapidement, un petit historique des trois périodes de l'Algérie depuis son indépendance. La première période, c'est l'économie planifiée. Une croissance du cours du baril vers 10 $, vous vous rendez compte? Et puis après 40 $. Évidemment, pour l'Algérie, c'était une manne. C'est 50% de son PIB qui a été investi à l'époque dans le développement de l'industrie lourde. C'est aussi la création, la nationalisation des hydrocarbures, la création de la Sonatrach, mais aussi la scolarisation massive en langue française de la population algérienne. La deuxième époque, c'est la transition vers l'économie de marché, c'est la privatisation des grands groupes publics, l'émergence du secteur privé. C'est aussi l'époque de la décroissance du cours du baril vers 30 puis 20 $, et la chute de la contribution des hydrocarbures dans le PIB qui a chuté à 17%. Et bien aussi, c'était la chute de la part industrie hors hydrocarbures dans le PIB qui a chuté de 15% à 3%. Donc, ça a été une période très dure qui a été marquée en plus par une situation sécuritaire particulièrement délicate et douloureuse et le développement des emplois informels. La troisième époque, c'est le retour de la stabilité, c'est l'embellie pétrolière, la part des hydrocarbures dans le PIB qui est remontée à 40%, la création de grands groupes privés, des plans quinquennaux qui se sont succédés, en particulier pour développer les PME, avec un succès très relatif, puisque par exemple, sur le programme de mise à niveau lancé en 2013, qui visait 20 000 PME, finalement, ce ne sont que 4 000 qui ont été impactés. En fait, voilà, je vais juste vous dire un petit peu quel est l'impact, quelle est la situation aujourd'hui des PME en 2019, alors que la crise, donc ça c'était avant la crise, mais après une chute de la production industrielle depuis 1989. 1 million de PME privées, trop petites et trop peu nombreuses, trop peu nombreuses, et surtout le fait que finalement, quand on regarde les sociétés qui ont les PME, c'est-à-dire les petites entreprises, donc de plus de 50 personnes, on est dans le domaine industriel seul, on est à 1000 sur les 10 000, là ce sont les PMI industriels. Il y en a 1000 pour le secteur industriel
qui ont plus de 50 salariés. La croissance des PME, il y a eu une croissance quantitative des PME, mais une absence de richesse. Alors, le Bureau international du travail, en 2020, a été mandaté par la Conférence générale des entreprises algériennes, qui est la plus grosse organisation des entreprises algériennes, et a évoqué une économie peu productive, très dépendante des recettes pétrolières, forte dépendance de la commande publique, un fort taux de chômage des jeunes diplômés, un emploi informel, l'incapacité des PME à croître et à créer des richesses. Alors c'est assez tranchant, assez dur, mais l'objectif de la CGEA, c'est bien d'accompagner les entreprises pour permettre le développement et la participation au redressement industriel. Donc, il y a un engagement de la CGEA et c'est pour ça qu'ils ont fait cette étude d'aider les PME à se développer. Alors, un des sujets, donc c'est finalement, voilà, donc on dit, nous qui nous intéressons à des moyennes entreprises dans le secteur industriel, eh bien, il y a environ 1000 entreprises qu'il faut aller identifier. Et je parle des entreprises privées, bien sûr. Et c'est sur ces marchés, sur ces entreprises qu'on va faire une étude de contenu local. Les challenges des PME, le premier challenge, c'est l'absence d'alliance des grandes entreprises nationales. Bon, on a l'habitude avec Total que Total entraîne des sociétés privées dans son sillage lors de nouveaux projets. Ben, ce n'est pas ça qui se passe en Algérie avec les entreprises nationales qui sont la Sonatrach et les filiales de la Sonatrach, on en parlera tout à l'heure. Il n'est pas dans la culture des PME algériennes de demander des audits, des formations et des études. Alors, je vais dire un tout petit mot sur l'université, parce que c'est un petit peu contradictoire et ça demande une petite réflexion. Le système universitaire algérien, avec ses 2 millions d'étudiants, a le même taux d'enseignement universitaire qu'en France. Il est en majorité, il vise des cycles longs, un maximum de 8 ans. Donc, on trouve effectivement un millier de chercheurs de haute renommée dans ces universités algériennes. Bon, on pourrait s'en satisfaire. Maintenant, si on regarde ce qui reste dans la catégorie qui nous intéresse, qui sont les techniciens supérieurs, parce qu'elle est critique, eh bien, on s'aperçoit que, en faisant un petit calcul, que finalement, on peut compter en gros sur 1 millier de personnes tous les ans qui sortent à un niveau acceptable, qui sortent avec une licence professionnelle, spécialisée dans le domaine du pétrole, à un niveau acceptable pour les pétroliers. Donc, tout ça, ça veut dire que ce qui sort du système éducatif en termes de professionnels dans le domaine du pétrole n'est pas suffisant par rapport à la demande des pétroliers. Alors, on peut compenser avec la formation continue, mais aussi on peut compenser avec l'approche par compétences. Et ProEdu Consultant, dont Bernard Gros va nous parler un petit peu plus tard dans la journée, ProEdu Consultant travaille sur des projets non pas dans le domaine du pétrole, mais auprès des universités d'une façon générale, et a formé des centaines de professeurs dans certaines universités algériennes pour les former sur la méthode d'approche par compétence, c'est-à-dire de viser les métiers et de préparer le curriculum en fonction de ces métiers. Baisse régulière de la production industrielle depuis plus de 10 ans, le recentrage sur la production des biens primaires, énergie, eau, mines, croissance quantitative des PME, mais absence de création de richesse. J'en ai parlé tout à l'heure. Alors, ici, je vais essayer un petit zoom peut-être. Bon, ça, on ne voit peut-être pas grand-chose. Voilà. Vous voyez que ça, c'est depuis la chute, c'est en 2008. Alors ici, ça vous représente je vais arrêter mon zoom. Et ici, ça vous représente la chute de la valeur industrielle, la valeur ajoutée industrielle à l'intérieur du PIB. Donc, on est monté jusqu'à 50% et on voit que depuis
on a chuté à 20%, on est remonté en 2018 un petit peu à 25% et on a rechuté, évidemment, mais ça, c'était le Covid en particulier. Donc, il y a une chute vertigineuse de la valeur ajoutée industrielle. Si on regarde ce qui se passe dans le monde, on voit que, en général, dans le monde, je ne parle pas de l'Afrique subsaharienne, qui est la partie basse, on a une croissance de la valeur ajoutée par un pourcentage du PIB qui croît et qui continue à se stabiliser, et non pas une décroissance brutale, la décroissance brutale représentant le basculement du secondaire vers le tertiaire, bien sûr. Donc, il ne reste plus que du tertiaire, là. C'est-à-dire, il ne reste plus que des services. Et donc, l'idée du gouvernement, en particulier, c'est de rehausser ce pic de façon à se ramener parmi les meilleurs, donc d'élever le pic, c'est-à-dire d'augmenter significativement la part du secteur manufacturier à l'intérieur du PIB. Alors, le contexte en Algérie, c'est la Sonatrach. La Sonatrach qui est un opérateur, 40 000 personnes travaillent à la Sonatrach, mais c'est aussi des parapétroliers à hauteur de 80 000. Il y a 80 000 personnes qui travaillent dans les 150 filiales de la Sonatrach. Les 150 filiales, on en verra tout à l'heure, c'est dans tous les domaines, depuis évidemment l'exploration, évidemment tout ce qui est construction, tout ce qui est pipeline, tout ce qui est EPC, tout ça, c'est des filiales de la Sonatrach qui ont 20 ans, 30 ans d'existence, qui sont renommées, qui des fois ont des lacunes, ce qu'ils reconnaissent du reste, j'en parlerai dans l'atelier. Il y a des sociétés qui nous ont demandé de voir si on pouvait faire un diagnostic pour les aider à atteindre le niveau international. Donc, c'est la Sonatrach qui rencontre un certain nombre de problèmes, de torchage de gaz, de baisse de la production. Bon, c'est aussi les pétroliers, les opérateurs pétroliers. Alors, International Oil Company, c'est Total, mais c'est tous les autres, hein, qui, eux, rencontrent, évidemment, ils sont engagés à long terme sur un partenariat avec la Sonatrach. Ils ont une feuille de route RSE dans la partie environnement, sécurité, environnement. Et côté État algérien, c'est évidemment, on en a parlé, c'est la chute de l'industrie. Donc, la volonté d'utiliser le local content comme catalyseur pour réindustrialiser le pays. Mais tout ça en se disant que de toute façon, ça ne sera pas pérenne parce que on est dans une stratégie post-pétrole, donc il faut absolument que ça soit, le local content soit ce qu'on appelle in-country value, c'est-à-dire quelque chose qui reste dans le pays et qui ne soit pas un effet d'annonce sur un projet particulier et qui après qui disparaît à faire un éléphant blanc. Voilà. Et les parapétroliers, ils sont, qu'ils soient locaux ou internationaux, ils sont dans la recherche de seuil de rentabilité, évidemment. Les hydrocarbures, bon voilà, les hydrocarbures algériens, vous avez la partie sud de l'Algérie, hein, puisque voilà, avec le centre de gaz, le centre de pétrole qui se trouve à Sidi Bel Saoud. C'est 200 champs, 200 blocs, 3000 puits. Voilà, donc c'est le 5e exportateur mondial de gaz. Enfin, vous avez les chiffres devant vous. Et c'est malheureusement un gaz torché à hauteur de 8 milliards de mètres cubes qui place l'Algérie parmi un des premiers au niveau mondial. La Sonatrach a développé un projet stratégique appelé Sonatrach 2030 qui vise un investissement de 40 milliards de dollars en 3 parties, une partie exploration, une partie production et une partie downstream, à peu près équivalent. Ce plan n'est pas remis en cause, même si il y a évidemment la crise a provoqué, la crise internationale et algérienne, a provoqué un New Economic Plan avec des recherches d'économie. Donc, il y a un petit peu. Le groupe Sonatrach, j'en ai parlé tout à l'heure, avec un outil industriel de support à la production, voilà, des différentes filiales, des formations spécialisées, que ce soit Naftogaz, l'Institut algérien du pétrole, très, très réputé hein, au niveau international, en Afrique en particulier, des sociétés mixtes avec les groupes étrangers qui viennent compléter les multinationales spécialisées, Schlumberger, Halliburton et tous les grands qu'on retrouve évidemment en Algérie. Donc,
l'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur l'existant. Hein, c'est ce que j'ai appelé les brownfields. Alors, évidemment, là aussi, on se souvient de cette approche APC qu'il va falloir utiliser. Alors, l'existant, c'est par exemple l'ingénierie des sites en production et par exemple la réduction du gaz torché. La vie du champ, aujourd'hui, beaucoup de champs ont 20 ans, 30 ans d'existence. Ils continuent à produire. Il faut évidemment, il y a des problèmes de, de recovery, de récupération des réserves. Il faut toujours faire des recherches et mettre en place des moyens d'augmenter la production. Cette ingénierie, elle se passe au fil de l'eau et elle a besoin évidemment de compétences et ça peut être une bonne base de travail pour les entreprises algériennes de se positionner sur cette ingénierie sur les champs pendant leur durée de vie. C'est un des sujets que l'on peut traiter, évidemment. Alors, un certain Mourad Preur, qui est bien connu en Algérie, qui était directeur stratégique de la Sonatrach, disait « Il faut surexploiter les principaux champs ». Donc, ça c'est clair. Les énergies renouvelables, c'est un sujet important pour l'Algérie. Alors, il se trouve que les choses sont faites déjà, non pas faites, mais bien entamées. Il y a un certain nombre de sites de production, que ce soit solaire, voire même éolien onshore, hein, évidemment, dans les hauts plateaux. L'objectif de 16 gigawatts en 2035 correspond à une participation des énergies renouvelables à hauteur de 35%, on va dire un tiers. Un tiers d'énergie renouvelable en 2035, c'est incroyable et c'est énorme. C'est énorme quand on voit aujourd'hui le pourcentage qui est très élevé des énergies fossiles dans le panel énergétique. Il y a évidemment, tout ça est accompagné de mise en place de structures, de centres de recherche et d'une école nationale des énergies renouvelables à Batna qui travaille sur un projet de recherche avec la Sonatrach et le commissariat à l'énergie renouvelable. Et ce projet, c'est la génération d'hydrogène, définition de prototype et unité pilote. Voilà un sujet qui est relativement récent. Je pense qu'il a été lancé il y a 1 an et sur lequel on pourrait, nous, éventuellement rebondir ou s'appuyer, tout simplement. Bon, il y a aussi, il faut se souvenir que l'industrie minière, même si elle n'a pas été vraiment exploitée comme elle le devrait, la priorité, c'est évidemment, à nouveau en Afrique, c'était de viser la manne pétrolière et la manne gazière. L'industrie minière est très riche, par exemple le phosphate. Donc, il y a toute une chaîne dans le sud-est du pays, du côté de Ilizi, donc pas très loin de la frontière libyenne, avec une chaîne de phosphate qui irait jusqu'à la transformation en engrais. Et qui verrait un nombre très important de développement en termes de ressources humaines. C'est aussi le fer. Voilà, donc tout ça, il y a des développements importants. Et pour nous, c'est aussi important parce que c'est le suivi de in-country value. Les perspectives. Alors, les perspectives, ben voilà, on va les reprendre tranquillement. Le développement du partenariat avec les compagnies pétrolières. Alors, évidemment, en Algérie, mais aussi à l'international. Dans l'atelier, on parlera de l'international, on va parler de la Libye. Il y a des accords qui ont été signés très récemment, en mai 2020, entre la Sonatrach et son équivalent, la NOC en Libye, pour réaméliorer, reprendre la production avant-guerre de la Libye. L'amélioration du taux de récupération de gisements. Il y a au sein de la Sonatrach et du centre de recherche, il y a un certain nombre de thèmes de recherche, de sujets de recherche qui sont lancés et qui sont en cours, et ceci en fait partie, évidemment. La mise en production de gisements de taille modeste. Voilà. Alors, il y a aussi un autre sujet, c'est qu'on voit que les grands pétroliers internationaux risquent de partir, ou tout au moins, ça a été la situation pour Anadarko, qui aujourd'hui a été repris, mais en attente d'être repris par Total. Mais on voit les pétroliers les grands pétroliers qui, d'une façon générale, se retirent des hydrocarbures tout au moins du pétrole. Et on va avoir
des compagnies locales qui vont reprendre, par exemple la Sonatrach. On va avoir aussi des petites sociétés qui vont apparaître. Ça va poser tout un tas de problèmes en termes de sécurité. Mais ça va permettre sans doute la mise en production de gisements de taille modeste. Réduction et élimination du torchage de gaz, maintenance, voilà, un certain nombre de sujets qui sont listés dans les feuilles de route. La réduction des coûts à tous les niveaux, une politique HSE, voilà. On pourrait aussi parler de remplacement des expatriés dans un certain nombre de cas, et qu'est-ce que ça va faire côté HSE. L'engagement ferme vers la transition énergétique. Le contenu local a été repris dans la loi de 2019 et en précisant la préférence aux entreprises algériennes pour la fourniture de biens et de services produits en Algérie, à condition sous les mêmes conditions de prix, de qualité et de délai. Voilà, donc ça c'est clairement expliqué. Ça veut dire qu'on va avoir un cheminement vers des sociétés algériennes qui après pourront et devront sans doute se développer au niveau international pour pouvoir répondre aux attentes des opérateurs internationaux. Pour ce faire, dans le projet du local comptable dont on va parler cet après-midi, il y a un certain nombre d'étapes. La première étape, c'est d'identifier, de promouvoir les sociétés locales en potentiel. C'est d'identifier et d'accroître les capacités des sociétés locales. Et c'est d'intégrer ces sociétés dans un réseau international. Voilà, alors j'ai terminé volontairement, j'ai fait ça assez vite, j'ai 7 minutes d'avance. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Et n'oubliez pas qu'on a un atelier sur le local comptable dans l'après-midi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions ou à participer si vous êtes disponible. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, quel est le chiffre là que tu citais? C'est 35%. Hein, Oui, c'est ça. Ça c'est l'objectif en 2035, je crois. Est-ce que tu peux revenir sur le slide de perspective pour bien voir ce qui en fait pourrait être justement des sujets en fait pour tous les opérateurs et parapétroliers d'ailleurs internationaux, français, algériens, africains, qui s'intéresseraient justement au sujet et qui pourraient là avoir une idée précise en fait qui découle de ce que tu as dit. Qu'est-ce qui va là parmi tous les sujets, qu'est-ce qui peut être prioritaire, qu'est-ce qui va émerger, je dirais, en priorité? Alors, je ne sais pas si toi, tu peux avoir la réponse, Jean-Louis, mais s'il y a quelqu'un, je dirais, dans l'assistance qui peut répondre à ça, ce serait intéressant. Bien sûr. Ou à une idée, quoi, un avis. Vous avez le droit de ne pas avoir d'avis. Hein, peut-être que les réponses se passent par chat, non? Je ne sais pas. Enfin, là, il y a une question sur les 1000 techniciens que tu avais, le chiffre de 1000 techniciens que tu avais cité. Est-ce qu'il s'agit du pétrole seulement ou est-ce que ça inclut les énergies renouvelables? Alors, ce sont… D'accord, c'est 1000 sociétés. Hein. Oui, c'était 1000 sociétés, pas 1000 techniciens. Alors, ici, c'est le secteur industrie. Hein. C'est 1000 moyennes entreprises dans le secteur industrie. Alors, je peux reprendre un petit peu. Oui, donc, tu avais un nombre de techniciens, donc tu avais évoqué… Ah, voilà, pardon, d'accord, j'y suis. Alors, ça, je l'ai évoqué
je l'ai évoqué, il n'y avait pas de support. Oui, c'est dans le domaine du pétrole. Alors, ça vaut peut-être le coup que je reprenne un petit peu mes calculs, surtout qu'il n'y avait pas de support. 2 millions d'étudiants par an. En général, c'est la majorité des étudiants, la majorité, une bonne partie des étudiants vont jusqu'à 8 ans et font le cycle long. En fait, si, en gros, ça fait 300 000 étudiants, 300 000 étudiants qui atteignent le niveau de licence. Sur les 2 millions, il y en a 300 000 qui atteignent le niveau de licence. Bon. Donc, c'est 300 000 sur ces 300 000 qui atteignent le niveau de licence. Il y en a moins de 20% qui se mettent sur le marché du travail, c'est-à-dire 50 000. Et sur ces 50 000, il y en a 10 000 qui vont en industrie. Et sur ces 10 000 qui vont en industrie, il y en a 1 millier dans des domaines du pétrole et de l'énergie à un niveau acceptable. Il y a une double condition. Le niveau acceptable, parce qu'on a bien vu dans les campagnes de recrutement de la Sonatrach, qui recrutait des techniciens avec un diplôme de technicien, par exemple de licence professionnelle. À un moment, ils ont été obligés de sélectionner 10 personnes pour un poste. De présélectionner 10 personnes sur un poste pour en trouver un qui soit acceptable par rapport à leur attente. Donc, en gros, voilà, c'est 1 millier aujourd'hui, on peut dire que de système universitaire algérien, qui est très fort par ailleurs, voilà, pour le pétrole et les hydrocarbures, il y a 1 millier de techniciens supérieurs qui sortent avec une licence professionnelle pour répondre à ces besoins de... Voilà, alors 1 millier, comme on dit qu'il y a 40 000 personnes au sein de la Sonatrach en termes de producteurs, eh ben, rien qu'avec la rotation du personnel, on est planté, quoi. Merci Jean-Louis. Est-ce qu'on peut revenir sur ma question là, parce que je n'ai pas eu ma réponse, moi. Alors, ta question, c'était sur les entreprises. Oui, non, enfin, sur les perspectives et quels sont les sujets Ah, prioritaires d'accord, qui pourraient pardon. émerger en fait. Donc, si toi, tu as, est-ce que par exemple, IMS, Richard Palomba, vous avez, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui dans vos activités? Est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait émerger en fait, ou ce qui pourrait, dans les besoins algériens, je dirais, être, ou les problématiques en fait, hein, être priorisées en fait? Hmm. Euh, Est-ce à que mon est-ce que avis, vous avez des éléments pour répondre en fait aujourd'hui, ou c'est encore, je dirais, difficile de faire des je pense projections? qu'aujourd'hui, c'est encore un petit peu difficile parce qu'on n'a pas encore de vision claire. Bon, on travaille dans pas mal d'activités sur l'Algérie, mais bon, aujourd'hui, c'est quand même, bon, je pense que c'est encore un peu jeune hein, pour pouvoir vraiment s'exprimer et dire, voilà, on pourra, bon, on répond à pas mal d'appels d'offres qui sont en cours, bon, mais aujourd'hui, on n'a pas de réelle date de démarrage, quoi. Donc, c'est peut-être encore un peu jeune, quoi. Voilà. Ok, donc c'est… Ne serait-ce que pour aussi tout ce qui est projet aussi bon, de pétrolier ou raffinerie. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de date précise. Après les informations qu'on a aujourd'hui, bah, ça ne démarre pas, quoi. On ne sait pas, aujourd'hui, on ne sait pas dire, bon, voilà, ça va démarrer la semaine prochaine ou dans un mois. Aujourd'hui, on est un petit peu dans le flou, quoi. Voilà. Bon, d'où notre intuition de faire aujourd'hui sur ces sujets-là plutôt des ateliers techniques pour parler de l'état de l'art, plutôt que de parler projets concrets, peut-être. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir. Jean-Louis, si tu es d'accord, on va avancer puisque on a dépassé un petit peu le timing, mais on est toujours bon. Donc, je vais donc, si tu me laisses peut-être reprendre la main. Voilà, ça doit être bon. En fait, je ne vais pas la prendre, je vais tout de suite introduire très rapidement notre deuxième temps, qui est donc le premier atelier qui porte sur la réduction du gaz torché et la décarbonation de la production, avec François Gigère et Patrick Portolano et Francisco Merino,
qui vont intervenir. Donc, je vous demande, messieurs, à chaque fois, de peut-être très rapidement de vous présenter pour que tout le monde puisse évidemment vous connaître, en tout cas savoir à qui ils ont affaire dans les interventions. François, n'hésite pas à prendre la main avec la présentation fil rouge que tu as préparée. Oui, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc, j'ai le plaisir de présenter le premier atelier qui portera sur plusieurs aspects liés à la décarbonation dont nous sommes tout de suite. Je parlerai de réduction de torchage de gaz. Ensuite, Francisco Merino de la société ProcessTech parlera du traitement de gaz et traitement de brut et introduira une notion de pipeline virtuel. Je lui laisse le soin de présenter cette notion. Et puis, en fin de cet atelier, Patrick Portolano, qui est le fondateur et qui dirige EOSIS, abordera déjà un certain nombre de sujets sur la décarbonation, sachant qu'il reviendra cet après-midi pour traiter d'autres sujets. Donc, je pense que j'ai la main là. Est-ce que vous voyez la première slide, le point numéro 1? Non, là, il faut que tu ne partages pas encore, là. Je ne partage pas encore, donc je vais essayer de trouver ça. Voilà. Partage, j'ai appuyé. Share. Est-ce que c'est bon là? C'est parfait. Bien, voilà. Tu peux le mettre en grand écran si tu le souhaites. En fait. Je me mets en grand écran, effectivement, en diapositive, diaporama, démarrer à la première diapo. Voilà. Donc, l'atelier 1 et ma présentation. Je vais peut-être déjà me présenter en 2 mots. Donc, je suis responsable du secteur énergie-environnement du cabinet de conseil Arclès. Je reviendrai en fin de présentation sur ce que fait ce cabinet. Personnellement, j'apporte ma compétence dans 2 domaines en lien avec l'énergie. Le premier, c'est sur l'amont de la production pétrolière et gazière. J'ai participé il y a un certain temps déjà, c'était depuis les années 1980, avec Elf Aquitaine et l'Institut français du pétrole au développement du forage horizontal. Et j'ai particulièrement travaillé sur la réduction du water cooling et du gas cooling, qui est donc proche du sujet aujourd'hui. Et ça aboutit à ma thèse sur l'ingénierie réservoir des puits horizontaux. Ensuite, dans une autre société qui s'appelle Électricité de France, EDF, j'ai eu la responsabilité de la construction de centrales électriques au charbon en Chine et au gaz en Afrique et au Moyen-Orient. Et puis, j'ai ensuite piloté les travaux du groupe EDF, c'est-à-dire EDF France, mais aussi un certain nombre de participations et filiales en Europe et dans le monde, en captage et stockage de CO2, avec notamment la construction d'un pilote industriel de captage de CO2 de 10 tonnes par jour sur la centrale du Havre. Et donc, je viens à ma présentation qui a pour objet de lancer le débat. Je vous présenterai des idées générales, mais c'est pour vous faire réagir, pour vous permettre de donner votre avis, vos points de vue, vos commentaires. Donc, c'est très simple. 3 points. Pourquoi torche-t-on du gaz? Quels sont les inconvénients à torcher du gaz et comment réduire le torchage du gaz? Donc, le contexte algérien, Jean-Louis l'a très bien expliqué. Donc, le nombre de puits actifs, 3000, et en fait, pour ce qui nous intéresse maintenant, une quantité importante de gaz torché, 8 milliards de mètres cubes par an. Donc, pourquoi torche-t-on du gaz? En fait, il faut bien comprendre que le pétrole brut, contenu dans un gisement, à l'intérieur du pétrole brut, il y a du gaz dissous. Et la teneur de ce gaz dissous dépend des conditions de pression, de température du réservoir. Et lors de l'extraction de ce pétrole brut, il y a une baisse de pression, donc il y a une décompression et une partie du gaz dissous sort du gaz
ces sortes de bulles qui forment une deuxième phase. On peut aussi ajouter que souvent, dans un réservoir contenant du pétrole, ce dernier est surmonté de ce qu'on appelle un gas cap, c'est-à-dire une grosse bulle de gaz dont la densité est plus faible que celle du liquide. Donc, comme le gaz est plus faible que le liquide, il est sur le dessus. Et lors de l'exploitation induit une baisse de la pression au sein du gisement autour de chaque puits, et ça a un effet de faire descendre la surface de contact entre le gaz et le pétrole. Ce qu'on appelle le gasconing, c'est un peu comme ce que vous avez tous vu lorsqu'on vide une baignoire, et il y a une sorte de tourbillon qui se fait au-dessus de l'endroit où ça se vide, et c'est quelque chose d'un peu comparable. Le problème, c'est que lorsque cette surface de contact du gaz avec le pétrole atteint les perforations du puits, eh bien, le gaz il remonte par le puits et on le retrouve en surface avec le brut. Lorsqu'on est maintenant en tête du puits, eh bien, c'est pas bon d'avoir ce gaz et ce brut. On veut les séparer. Donc, c'est une sorte de traitement, de pré-traitement au niveau du puits. Et l'objet, c'est de pouvoir pomper le brut sous forme d'une phase liquide uniquement dans les pipelines et d'éviter d'avoir des grosses bulles de gaz au milieu du brut dans les pipes parce que ça complique les écoulements et c'est pas bon. Donc, on sépare en tête de puits. Et là, que faire de ce gaz ? Si on n'a pas trouvé un usage, eh bien, on ne le met pas à l'atmosphère, c'est dangereux. Il faut l'envoyer à une torchère pour le brûler. Et ça, l'objectif, c'est d'éviter des risques d'explosion s'il y avait du gaz non inflammé et qui touchait un point chaud alors qu'on est dans les limites d'explosivité. Toutefois, même si c'est ça la bonne pratique, il peut arriver que du gaz soit néanmoins rejeté à l'atmosphère sans être dirigé vers une torchère. C'est un petit peu en dehors du sujet, mais je le note quand même. Et ça peut arriver lorsqu'il y a une panne d'une installation ou parfois lorsqu'on fait des déconnexions ou des ouvertures d'installation, parce qu'à ce moment-là, le gaz s'en va, donc il y a une perte de méthane. Maintenant, quels sont les inconvénients à torcher du gaz ? Torcher du gaz, envoyer du gaz à la torchère, on le fait brûler, et donc ça émet du CO2 et ça n'apporte aucun avantage économique. Dit en d'autres termes, sur le plan économique, on est en train de gaspiller une ressource naturelle non renouvelable sans aucun intérêt. Et en plus, et compte tenu de ce qui a été évoqué en début de cette conférence, avec le sujet du réchauffement de la planète, cette combustion, ce n'est pas bon parce que ça contribue à augmenter la teneur en CO2 de l'atmosphère et donc à aggraver cet effet de serre. Donc, il y a un double intérêt économique et de lutte contre l'effet de serre à réduire la quantité de gaz torché. Alors, comment faire pour réduire la quantité de gaz torché ? Première approche, c'est en faisant appel à l'ingénierie réservoir. On peut tout d'abord penser à réduire l'effet de gasconing, donc d'adapter le mode d'exploitation du gisement pour maintenir l'interface gaz-pétrole au-dessus des perforations des puits. Alors, première approche, c'est après analyse puits par puits de réduire le débit de production des puits qui font monter le plus de gaz pour permettre à cette interface de remonter au-dessus des perforations et donc de ne produire que du brut au niveau du fond du puits et pas de gaz. Alors, une autre approche peut être de boucher les perforations du puits qui sont noyées par le gaz et pour ne laisser ouvertes que les perforations qui sont dans la zone où il y a encore de l'huile, encore du brut. Et puis, une troisième approche, et ça fait référence à mes travaux de jeunesse, si j'ose dire, c'est de forer des nouveaux puits uniquement dans la zone de pétrole, et notamment des puits horizontaux. Et c'était un des intérêts du développement de la technologie des puits horizontaux qui est maintenant très connu dans le monde, qui est de pouvoir collecter du pétrole sur des grandes longueurs productives le long du puits, tout en restant le plus loin possible du gaz. Et puis, j'ajouterai éventuellement aussi de l'eau pour éviter d'avoir du waterconing, des montées d'eau par en dessous, qui n'est pas non plus une bonne affaire. Maintenant, si on regarde les choses au niveau de la surface,
eh bien, si le gaz est remonté en surface, autant lui trouver des usages utiles. Alors, si on pense à la valorisation économique, on peut essayer de collecter le gaz en tête de puits, éventuellement, si on en a assez, de le comprimer et de l'acheminer par des conduites vers des pipelines existants de gaz pour récupérer ce gaz. On peut aussi faire appel à des technologies de liquéfaction du gaz et acheminement sous forme liquide. Et ce que je vois, c'est qu'actuellement, il y a des technologies qui permettent de faire des opérations sur skid, donc de taille beaucoup plus petite que ce qu'on pouvait envisager avant. Et donc, ça permet de reconsidérer des sujets qui avaient été abandonnés, disons, il y a 20 ans. Maintenant, on peut reprendre là-dessus et voir ça avec de nouvelles outils, de nouvelles technologies. Et puis, on peut aussi faire de la production locale d'énergie électrique par des turbines à gaz, il y en a des toutes petites, ou des moteurs à combustion interne, et utiliser localement cette énergie en remplacement de l'alimentation de moteurs thermiques par du pétrole ou de l'essence. Les techniques de production et d'ingénierie réservoir sont aussi à évoquer. Si on a du gaz, eh bien, on peut mettre en œuvre du gaz lift, qui est une technique qui consiste à injecter du gaz en bas d'une colonne de fluide dans un puits et pour en accroître la production parce que ça permet d'alléger la colonne de brut dans le puits en baissant sa densité et donc de produire plus. Mais là, bien sûr, après, il faut récupérer de nouveau le gaz en tête de puits parce que sinon, on n'a pas gagné grand-chose en termes d'émissions de gaz. On peut aussi penser réinjecter le gaz pour maintenir la pression dans le gisement en production, ou on peut aussi injecter ce gaz dans un autre réservoir pour une exploitation ultérieure, c'est-à-dire pour une phase ultérieure d'exploitation du gisement. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre d'idées que je présente de manière un peu théorique, mais qui sont à examiner. Et donc, pour terminer, juste avant de vous proposer de poser quelques questions, je voulais dire deux mots d'Arclès, qui est une société de conseil. Nous sommes une vingtaine d'ingénieurs seniors. Nous avons fait notre carrière dans des grands groupes ou dans des plus petites entreprises, avec des responsabilités de direction de business unit ou de pilotage de grands projets, et ça dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, mais vous voyez aussi dans les domaines de haute technologie. Et ça, depuis les débuts de conception des projets en approche stratégique jusqu'au pilotage des projets, leur financement, et puis lorsque le projet fonctionne, c'est une usine, et bien sur l'amélioration des performances opérationnelles. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert à des questions parce que ma présentation n'a pour objet que de lancer un débat. Donc, bien, à vous de me poser des questions, soit d'explication, de compréhension, soit de dire quelles sont vos réactions ou quelle est votre expérience sur ce sujet. Merci de votre attention. Jean-Pierre, ton micro est coupé. Merci de me le dire. Je pensais que j'avais rallumé le micro. Merci. Donc, il n'a pas entendu ma question. François, une question. Parmi les techniques que tu as présentées, quelles sont celles qui sont déjà opérationnelles en Algérie? Est-ce qu'il y a eu déjà des choses? D'après ce que je sais, il y a déjà eu des travaux qui ont été menés sur TFT. Il se trouve que Arclès avait travaillé sur le sujet il y a une dizaine d'années et je sais que le sujet a évolué. Je sais aussi que Total a mené des programmes de ce type-là au Moyen-Orient et donc c'est des technologies qui existent, qui peuvent être appliquées et après, le tout, c'est de regarder pratiquement où est-ce que ça présente un intérêt et comment on peut commencer.
Merci pour ta réponse. On avance peut-être s'il n'y a pas d'autres questions J'en à ce aurais stade. une très rapide concernant la collecte de gaz. Est-ce que les unités mobiles portent un grand intérêt ou c'est une goutte d'eau dans le système de récupérer le gaz et de l'utiliser? Les unités Ouais. mobiles. Disons que lorsque les unités fixes ont un intérêt, on peut penser que c'est ça qui a été mis en place en premier. Et donc, après, il s'agit de récupérer ce qui reste. Et donc, ce qui reste, eh bien, il faut voir des unités plus petites et les unités mobiles peuvent en faire partie. Ceci dit, l'unité mobile, une fois qu'elle est en place, autant qu'elle soit utilisée tant que le puits est en production. Donc, je dirais une unité mobile, elle devient peut-être un peu fixe au moment où elle est affectée quelque part. Merci. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on voit la technologie qui évolue et qu'il y a des unités de plus en plus petites qui maintenant présentent un intérêt économique, alors que ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années ou plus. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci. Merci. Ça répond, merci. Est-ce que quelqu'un, je dirais, a une expérience particulière sur ce sujet du torchage de gaz en Algérie ou ailleurs d'ailleurs, pour illustrer un petit peu les différentes techniques qui sont disponibles aujourd'hui et que François a évoquées? Oui, bonjour, Bertrand Herzog, je suis directeur technique de Total Energy, filiale donc exploration production pétrole et gaz en Algérie, basée à Alger. Ouais, je peux vous apporter quelques éclairages sur les… On ne vous entend pas très bien, Bertrand. Oui, je vais peut-être replacer mon micro. Est-ce que c'est mieux comme ça? Essayez encore peut-être. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, un On peu va faire mieux. avec. Oui. Allez-y. Ouais, un petit peu mieux. Oui, donc je voulais vous Total Energy, directeur technique de Total Energy en Algérie, où je voulais vous apporter quelques éclairages sur ce qui est fait en Algérie et sur globalement les opérations à terre dans le pétrole et le gaz. Ce qu'on peut dire globalement, les vieilles usines qui ont été construites il y a 30 ans ou 40 ans, on n'avait pas cette problématique en fait de gestion du gaz et donc le torchage du gaz faisait partie, on va dire, du mode d'exploitation de l'usine. Ce qui intéressait les gens, c'était uniquement le pétrole et donc le gaz n'était pas valorisé. Ça a évidemment évolué depuis. Et on peut considérer globalement que toutes les usines qui ont été construites ces 20 dernières années, le gaz est valorisé, utilisé d'une façon ou d'une autre, comme l'a présenté M. Gigère. Et puis, en effet, il y a un souci d'optimisation au quotidien pour les champs pétroliers où on va dire le gaz n'est pas vraiment… n'a qu'une valeur secondaire pour essayer de limiter la production de gaz au quotidien. Donc aujourd'hui, les challenges en Algérie vont être plutôt, on va dire, sur les vieilles usines qui n'ont pas encore nécessairement donc, toutes les infrastructures de collecte, de compression, d'export de gaz, de valorisation du gaz. Et sur les usines plus récentes, globalement, le gaz est valorisé. On a encore malgré tout assez régulièrement du torchage, mais on va dire que ce n'est pas du torchage routinier. Ça va être plutôt du torchage lié à un manque de disponibilité de certains équipements. Donc, typiquement, il y a un équipement qui est clé dans toute cette gestion du gaz, c'est les équipements de compression. Donc, il y a des efforts qui sont faits en particulier au quotidien pour améliorer tout ce qui est disponibilité
de ces compresseurs pour éviter au maximum que ces compresseurs soient hors service. Et donc, parce qu'en effet, quand ces compresseurs sont hors service et qu'on ne peut pas injecter le gaz ou l'exporter dans des pipelines, eh bien, dans ce cas-là, on est obligé de produire, on produit le pétrole et on est obligé de torcher le gaz. Et ce qui oblige aussi, dans certains cas évidemment, puisqu'on a quand même des politiques de plus en plus volontaristes de limitation de torchage du gaz, on est dans ce cas-là obligé de baisser la production de pétrole pour baisser la production de gaz et éviter le torchage. Quelques éclairages high level, mais on pourrait rentrer un peu plus dans les détails avec les autres présentations plus tard. Donc voilà, pour moi, il y a deux problématiques. Vraiment, les vieilles usines, il y a parfois ces systèmes de valorisation de collecte du gaz qui sont complètement manquants en Algérie. Les usines plus modernes, on est plus là sur des problèmes de fiabilité du système de valorisation du gaz qu'il faut essayer d'optimiser. Merci pour ce complément d'information. Donc, je retiens effectivement que c'est surtout sur des vieilles usines qu'il y a un effort à faire et puis qu'il y a aussi peut-être des travaux à faire en termes d'amélioration de la performance pour éviter les situations où on se retrouve à torcher du gaz ou ne pas le valoriser parce qu'il y a un équipement qui ne fonctionne pas de manière convenable. Merci bien. Je voudrais poser une question à M. Herzog, si je peux, Jean Gaillard. Donc, on avait, il y a 2 ans, on avait été informé d'un projet sur TFT, donc ça a été mentionné tout à l'heure, sur TFT de la Sonatrach, le vieux champ d'huile qui torchait d'une façon importante, et de la possibilité de récupérer le gaz et de l'envoyer sur TFT Total, donc un champ de gaz ce coup-ci, donc qui est équipé avec une évacuation du gaz sur le réseau. Donc c'était un projet qui avait bien été identifié, qui en termes d'investissement n'était pas énorme puisque les 2 sites ne sont pas très loin, et donc il s'agissait de résoudre le problème de compression, de pipe manquant, voilà, et de traitement. Et Total s'était manifesté comme étant intéressé et prêt à mettre à disposition ces équipements pour pouvoir faire transiter le gaz récupéré sur le champ de Sonatrach du vieux champ de pétrole. Il me semble que c'était la situation. Je ne sais pas si je ne fais pas d'erreur, mais je voudrais demander à M. Herzog s'il est au courant de ce projet, qu'est-ce qu'il est devenu exactement, est-ce qu'il y a une solution alternative qui a été prise, parce que nous, ça nous paraissait un sujet intéressant, une sorte de modèle, que sans doute il existe, y compris avec, pourquoi pas, Total aussi, proche d'un vieux champ de Sonatrach dans un autre endroit des sites de production de l'Algérie. Oui, je vais en effet reprendre la parole. Donc oui, c'est en effet un projet qui a été évoqué il y a quelques années, en effet, hein, il y a quelques dizaines de kilomètres de distance, une usine qui produit du gaz, qui n'est pas proprement parlé opéré par Total, mais on va dire qui est coopéré par un groupement où Sonatrach est majoritaire et où Total Énergie est partenaire minoritaire. Et de l'autre côté, une usine de production d'huile qui est opérée à 100% par Sonatrach et qui est en effet de conception ancienne, comme je le disais précédemment, et qui n'a pas de système on va dire, complet de valorisation du gaz. Cette usine de Sonatrach a néanmoins déjà certaines des installations, comme mentionné par M. Gigère, où en effet, par exemple, une gazlift. Voilà. Aujourd'hui, ce projet spécifique
n'a pas avancé depuis en Algérie. Voilà. Néanmoins, c'est des problématiques sur lesquelles on serait en effet intéressé de progresser, où on a du savoir-faire. Ce qu'on peut mentionner, par exemple, c'est qu'assez récemment, Total Energy a réussi à signer un accord en Irak sur un projet de ce type, typiquement avec donc, des champs opérés par des sociétés irakiennes locales où ils torchent le gaz. Et donc, dans le cadre d'un redéveloppement un peu régional autour de ces champs, on a réussi à proposer un schéma de redéveloppement où en effet on récupérait ce gaz et on pourrait valoriser ce gaz typiquement avec de la production électrique. Donc, spécifiquement sur l'Algérie, pas d'avancement sur ce projet, mais on est en effet intéressé par ce genre de montage qui sont en effet doublement vertueux puisqu'ils permettent de baisser les émissions de gaz à effet de serre et puis également de valoriser du gaz et même parfois les liquides associés. Bonjour à tous, Samir Oumer, je suis le directeur général de Total Energy ici pour l'exploration de production en Algérie et je suis le représentant également de la compagnie pour l'ensemble des activités en Algérie. Si je peux me permettre, je rebondis sur le message de Bertrand Herzog. Effectivement, c'est un sujet majeur pour Total Energy, la réduction des gaz torchés et la valorisation, je dirais, l'amélioration de l'efficacité globale des installations et surtout quand on parle d'installations qui ne sont pas récentes et comme le disait Bertrand, qui malheureusement ont été designées ou ont fait l'objet d'un design qui était sur des modes opératoires qui ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Donc, dans la stratégie globale de Total Energy, bien évidemment, c'est un sujet qui est au cœur et sur lequel il y a un énorme travail qui est réalisé, pas seulement en Algérie, de manière globale. Et pour ce qui est de la discussion d'aujourd'hui, bien évidemment, en Algérie, ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons avec nos partenaires, avec bien évidemment deux objectifs. Le premier, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par ces usines. Et ça, c'est un objectif sur lequel nous sommes engagés, mais sur lequel également nos partenaires, y compris les sociétés, la Société nationale Sonatrach est engagée également. Nous avons des ambitions, je pense que vous avez pu soit lire dans la presse ou parcourir sur notre site internet les ambitions affichées de Total Energy en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et bien évidemment, pour réaliser ces ambitions sur lesquelles nous sommes engagés, il y a une traduction, je dirais, opérationnelle matérielle dans la gestion opérationnelle des usines sur lesquelles nous sommes partenaires, et y compris bien évidemment celles en Algérie. Donc, il y a un travail de fond qui est lancé. Ça va bien évidemment passer par de la réingénierie des unités de production sur lesquelles nous intervenons, de la mise en place de génération électrique à partir de renouvelables. Ça va passer également par de la valorisation de gaz qui jusqu'à aujourd'hui ne l'était pas. Donc voilà, il y a une dynamique qui existe, qui n'est pas récente, parce que les premières ambitions, les premiers engagements en termes de réduction de gaz torché remontent aujourd'hui au début des années 2010. Et aujourd'hui, avec le changement profond de stratégie de la compagnie Total Energy, ces engagements qui ont été réalisés par ailleurs sont d'autant plus importants et d'autant plus drastiques dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un sujet global pour la compagnie et local également pour ce qui nous concerne, sur lequel nous avons l'appui de nos partenaires étrangers, mais également, je tiens à le préciser, de Sonatrach, qui s'est également engagé, bien évidemment,
dans cette voie à nos côtés, avec des résultats qu'on commence à entrevoir. Et effectivement, le projet dont vous parliez, qui est très spécifique à TFT, sans rentrer dans le détail de nos opérations, effectivement, c'est un projet qui existe et sur lequel nous avançons avec notre partenaire. Et nous espérons très prochainement pouvoir mettre en place justement des modifications qui vont nous permettre de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup, Monsieur Oumer, pour cet éclairage. Ce que je voudrais là, peut-être, c'est que la salle réagisse et c'est la dernière chance peut-être, parce qu'après on va avancer à ce sujet du torchage du gaz dans l'industrie. Donc, est-ce que il y a des problématiques particulières, des expériences particulières que, mesdames et messieurs, vous voulez partager, ou un commentaire à faire peut-être sur ce qui a été dit. Vous aviez parlé du problème des compresseurs, Bertrand. Est-ce que ça, vous pouvez, est-ce que ça, c'est quelque chose qui… vous pouvez revenir sur ce point et nous dire s'il y avait moins de problèmes de compresseurs, peut-être qu'on pourrait trouver des solutions plus efficaces, c'est ça? Dans tous ces systèmes donc de gestion de gaz, d'export du gaz, en effet, on produit du gaz à haute pression, à basse pression quand on produit du pétrole. Et donc, ce gaz, il faut le comprimer. Et donc, le compresseur est vraiment l'élément, l'équipement un peu clé pour s'assurer la réinjection ou la distribution du gaz. Donc, après, bon, voilà, une fois cette chose exprimée, derrière, donc, il y a plusieurs outils, technologies possibles que, côté Total Energy, on a implémenté dans plusieurs pays ces dernières années. C'est l'utilisation de données de monitoring et par exemple d'intelligence artificielle autour des données, on va dire, d'exploitation du compresseur, qui permettent sur le moyen long terme, par exemple, d'anticiper des pannes. Et donc, quand on est capable d'anticiper les pannes, on est capable éventuellement d'intervenir en préventif avant que la panne se produise, et des pannes qui peuvent parfois nécessiter l'arrêt d'un compresseur pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc voilà, des choses qui ont été développées en particulier ces 10 dernières années. Après, c'est aussi dans la conception des études la conception des usines les plus récentes. Par exemple, avoir de la redondance dans les équipements, s'assurer qu'on a un équipement qu'on ne fait pas fonctionner, et quand on est obligé d'en arrêter un autre pour de la maintenance ou parce qu'il y a eu de la casse, eh bien, avoir un équipement en stand-by qu'on peut démarrer à la demande, pour pouvoir donc continuer à produire le gaz, à extraire le gaz, mais sans torcher. Voilà, deux exemples qui permettent en effet d'améliorer la fiabilité de la gestion du gaz et d'éviter le torchage. Par exemple, les solutions aujourd'hui de logiciels ou qui permettent la gestion des actifs, c'est-à-dire d'avoir des données en temps réel sur comment se comportent les éléments d'actifs. Est-ce que ça, c'est des sujets que vous allez regarder techniquement pour que ça augmente, enfin, je veux dire, pour mettre en œuvre les solutions que vous avez en tête? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, en fait, un compresseur lié à un moteur et une turbine ont parfois des dizaines de capteurs, de senseurs qui
permettent d'enregistrer des données de vibration, de température, de pression. Et en fait, le suivi de tous ces paramètres, l'enregistrement, l'exploitation, je parlais même d'intelligence artificielle parce que on peut dire qu'il y a parfois des signes avant-coureurs quand une machine va casser. On commence à avoir de l'expérience là-dessus. Et donc, le traitement du signal et la comparaison de ces signaux, voilà, analyser ces signaux faibles est en effet quelque chose de très important. C'est des choses que Total Energy implémente déjà dans de très nombreux pays où on est, on va dire, opérateur des installations. En Algérie, aujourd'hui, en général, c'est Sonatrach qui opère ou coopère ces installations. Et donc, on essaye de travailler en effet avec Sonatrach pour pousser ces nouvelles technologies, parce qu'on pense qu'il y a en effet un gain très fort à moyen terme sur la fiabilité et la réduction des gaz à effet de serre. Jean-Pierre. Très intéressant. Oui, dans un certain nombre d'industries, le process, on est en train de mettre en place des systèmes de jumeaux numériques qui permettent justement de détecter très rapidement les écarts de fonctionnement de l'installation réelle par rapport à ce qu'elle devait être. Est-ce que c'est des sujets que vous envisagez? C'est tout comme donc le monitoring de détail des compresseurs et des turbines, c'est des techniques que sur beaucoup de champs déjà que nous opérons, en particulier en Afrique, nous avons mis en place, en Afrique subsaharienne, et qu'on souhaite aujourd'hui considérer et pousser avec notre partenaire national, la société Sonatrach. Merci beaucoup, Bertrand. J'ai une François, question. Il y a une question pour toi. Oui, Tayeb, tu as une question, je crois, que tu aimerais poser à François. Oui, pour François, est-ce possible de résoudre une partie de ce problème à la source? C'est-à-dire, il y a des torchages de gaz dus aux arrêts répétitifs des installations. Et le deuxième problème, c'est le problème de la maintenance. Vous savez bien que l'électricité en Algérie, c'est presque à 100%, c'est électrique. Alors, si on évite les coupures de courant, dans ce cas, on évite une partie du torchage. Et si on renforce la maintenance des installations, dans ce cas, on évite encore une partie de ce problème. Encore, c'est possible, c'est-à-dire d'alimenter les centrales électriques à partir du gaz torché directement, c'est-à-dire en premier lieu, et de faire un appoint pour ces installations, c'est-à-dire par du gaz fourni des installations, c'est-à-dire en deuxième lieu. Est-ce que c'est possible ça? Merci Tayeb pour la question, bonjour. Mais je pense que les responsables de Total ont répondu en partie à la question sur l'aspect des pannes d'équipement, c'est-à-dire que notamment l'application de l'intelligence artificielle qui permet d'anticiper les pannes et puis donc de mettre en place des plans de maintenance préventive qui est un des éléments d'amélioration de la performance opérationnelle, va dans ce sens-là. Alors après, pour ce qui est d'utiliser du gaz pour fournir plus d'électricité, je pense que c'est des cas par cas, mais je veux dire, les champs de gaz sont très éloignés du gros de la population, et là, c'est des sujets qui nécessitent de regarder de très près ce que coûte le transport d'électricité d'un point à un autre, et notamment l'installation de lignes de transport. Là, je ne peux pas me présenter, c'est des sujets à regarder vraiment sur place, en regardant les installations qui sont déjà là et sur les cartes et ce que ça représente de faire ce type d'investissement. C'est un sujet intéressant, bien évidemment. Merci beaucoup, François. Est-ce que c'est toi qui traites la partie de Francisco? C'est d'abord à notre ami Patrick de parler.
Non, c'est à Francisco. J'avais une question pour Total, s'il vous plaît. Vas-y, Philippe. Je voulais savoir, dans le cadre des activités de Total en Algérie, indépendamment de leur partenaire Sonatrach, est-ce que Total utilise que dans le contingency des sociétés algériennes ou un mix de sociétés algériennes et sociétés, j'allais dire, étrangères, voire françaises? Quel serait ce pourcentage? Ou Total utilise-t-il que des sociétés algériennes en contingency ou une part de sociétés, j'allais dire françaises, parce que ça nous intéresse pour développer nos actions là-bas? Je ne sais pas si Total est toujours en ligne. Est-ce que Monsieur Oumer, vous êtes là? Je crois que c'est vous qui êtes le mieux placé pour répondre à la question. Bon, écoute, je pense qu'on note la question et puis on leur posera. Oui, peut-être que je vais prendre la question et si Samir se reconnecte, je le laisserai compléter. Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, les activités de Total Energy en Algérie sur la partie exploration, production de gaz et pétrole, elle se fait toujours dans des co-entreprises avec la Société nationale Sonatrach. Et donc, sur toutes les prestations de services dont ces co-entreprises ont besoin, il y a donc des appels d'offres qui sont lancés. Alors, appels d'offres qui peuvent être nationaux ou internationaux. Il est clair qu'aujourd'hui, pour la société Total Energy en Algérie, on fait beaucoup d'efforts pour développer on va dire le tissu local d'entreprise et favoriser en fait l'accès des entreprises algériennes à ces différents contrats et à ces différentes prestations. Et ça répond aussi à des exigences de notre partenaire Sonatrach et aussi de plus en plus à des exigences réglementaires. L'accès, on va dire, des sociétés françaises à certains de ces appels d'offres et à certaines de ces prestations peut se faire de différentes façons. Soit c'est parfois certains services où finalement il est difficile de trouver la compétence localement. Dans ce cas-là, c'est vraiment des appels d'offres internationaux qui sont publiés et donc toute société internationale compétente dans le domaine est susceptible de répondre à ces appels d'offres. Dans certains cas, il peut y avoir un intérêt pour la société française aussi de s'allier avec éventuellement un représentant local pour être capable aussi de répondre pour le coup à des appels d'offres nationaux. Et enfin, de façon globale, la coopération de Total Energy avec les sociétés françaises et les représentants en Algérie, on essaye d'organiser assez régulièrement des forums en Algérie avec les représentants des sociétés françaises qui nous communiquent leurs services, leurs besoins et on essaye de voir si ça peut correspondre à des choses dont les opérations conjointes qu'on a avec Sonatrach pourraient bénéficier. Merci infiniment parce que notre grande difficulté est d'identifier les partenaires possibles qui ont toujours besoin évidemment d'être formés et d'apprendre, ce qu'on a tout à fait la capacité de faire avec notre engineering et notre savoir-faire, mais il n'est pas évident d'identifier les sociétés algériennes. Elles sont souvent timides, réservées et la Sonatrach reste non pas une barrière, c'est pas le vrai mot, mais une étape à franchir qui n'est pas toujours très facile à